Tout d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs de m'avoir laissé cette tribune au nom des sapeurs-pompiers de France, puisque d'une certaine manière, du coup, je représente les sapeurs-pompiers en ma qualité de sapeur-pompier. Et il sera question, pendant une grosse demi-heure, de vous présenter un projet de mutualisation et d'innovation. Alors, pour nous, sapeurs-pompiers, pas forcément pour la communauté, j'allais dire, que vous constituez d'une certaine manière, puisque j'ai découvert beaucoup de choses durant ces 3 jours. Mais il est vrai que dans notre domaine, eh bien, voilà, ça relève un peu de l'innovation. Alors, c'est un projet qui a démarré il y a quelques temps, quelques jours, et qui se veut relativement ambitieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Bien évidemment, j'y répondrai au fur et à mesure. Tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Jean-Pierre Blanc. Je suis donc sapeur-pompier. Je travaille à l'école d'application de sécurité civile. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien la diapo. Mais du coup, l'école d'application de sécurité civile se situe à cheval sur les communes d'Aix-en-Provence et de Gardanne, pour ceux qui connaissent. La commune de Gardanne, Aix-en-Provence, je pense que vous connaissez. Et qui a vocation de former tous les acteurs de sécurité civile sur des emplois de cadres et de formateurs. Alors, quand je dis cadre, c'est la formation au commandement et les formateurs, la formation donc, à l'enseignement pédagogique. Voilà, alors le domaine de Valabre, hein, il est souvent connu par son château du XVIIe siècle. Donc voilà, je travaille dans ce château, dans ce beau château. Et puis on a donc un outil phare qui s'appelle le Centre Euro-Méditerranéen de simulation des risques, mais là c'est un autre sujet que je vous laisserai découvrir au travers de l'adresse du site internet www.valabre.com. Juste une petite focale sur les sapeurs-pompiers de France. C'est la première armée de France, 250 000 personnels. Constitué de 41 000 sapeurs-pompiers professionnels, de un peu moins de 200 000 sapeurs-pompiers volontaires et de 12 200 pompiers militaires, qu'il s'agisse des marins-pompiers de Marseille ou des pompiers de Paris, ce sont des pompiers militaires, ou des militaires des unités de sécurité civile. Alors il y a Brignoles, on entend souvent parler quand il s'agit des feux de forêt, etc. etc. Les sapeurs-pompiers, ce sont aussi 25 jeunes sapeurs-pompiers, ce sont des jeunes entre 11 et 18 ans qui sont préparés soit à une vocation de sapeur-pompier volontaire, soit à un concours de sapeur-pompier professionnel, qu'il s'agisse du grade de sapeur ou du grade d'officier. Et enfin, 11 300 personnels administratifs et techniques et sociaux. Donc ce sont tous les personnels qui nous entourent au quotidien pour mener à bien nos missions. Et en ce qui concerne les personnels dans le domaine social, ce sont plutôt des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires, des infirmiers, etc. Voilà. Par ailleurs, les Pompiers de France, c'est une organisation qui repose sur le département aujourd'hui. Donc il y a autant de services d'incendie de secours qu'il y a de départements. Donc en gros, il y en a une centaine. Sur le territoire métropolitain, mais aussi en Outre-mer. Et ça explique pas mal de choses, en fait, cette organisation. Et puis enfin, on a un ministère de tutelle qui s'appelle le ministère de l'Intérieur. Donc du coup, on a 2 patrons. On a 2 patrons. On a un patron qui est l'État, qui est représenté dans le département par le préfet, sur un plan opérationnel. Et puis on a un patron administratif et technique qui est un élu au sein d'un conseil d'administration. Alors, ce que je vais vous présenter découle de l'actualité, en fait, qui date déjà maintenant depuis quelques années, mais qui se présente à nous depuis 2013-2014. Tout d'abord, le ministre de l'Intérieur, en 2009, a commandité une étude pour faire un état des lieux sur la formation des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, qui a été conduite, donc, cette étude par M. Ferry, et qui a rendu donc, ses conclusions en préconisant un certain nombre de choses, dont quelques suggestions dans le domaine de la formation. Moi, j'en ai noté 2 qui sont en lien avec ce que je vais vous présenter. La première, c'est d'abandonner un cadre très rigide dans lequel nous évoluons dans le domaine de la formation, c'est-à-dire typiquement, toutes nos formations sont référencées par des arrêtés ministériels et le cadre est extrêmement rigide puisqu'on a du mal à en sortir, donc il faut appliquer les volumes horaires, les objectifs pédagogiques, enfin voilà, donc c'est extrêmement contraignant, notamment pour les sapeurs-pompiers volontaires. Comme son nom l'indique, ce sont des gens qui ont une autre activité professionnelle en général et qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à accorder à la formation, même si ils sont d'une manière générale enclins à suivre des formations. Mais voilà, ça représente beaucoup de temps. Et puis la deuxième chose,
c'est que ce rapport fait état donc du e-learning, c'est-à-dire voilà, pour la première fois dans notre corporation, on nous parle d'enseignement en ligne. Et puis par ailleurs, donc 2013, ce sont deux arrêtés ministériels qui prévoient, alors l'un pour les savants-pompiers volontaires, l'autre pour les savants-pompiers professionnels, qui prévoient notamment que, eh bien, on peut faire appel à l'enseignement en ligne, notamment pour tout ce qui ne relève pas des séquences pratiques. Bon. Ça nous va assez bien, même si notre projet que je vais vous présenter, lui prévoit l'entraînement en ligne, ce qu'on appelle le e-training. Mais bon. Et puis enfin, nous sommes en refonte d'un certain nombre de référentiels, dont celui de la filière formation, formation. Donc c'est une filière qui comprend 4 emplois de formateurs responsables départemental de formation. Et cette filière a orienté naturellement la pédagogie vers ce qu'on appelle l'approche par les compétences. C'est-à-dire qu'on abandonne une pédagogie dite scolaire, une pédagogie par objectif, qui était prévue par les référentiels dont je vous parlais il y a quelques instants, pour une approche par les compétences et une formation professionnalisante. Voilà. Du coup, ça nous a amené à travailler sur 2 projets. Le premier, la formation à distance avec Eunasys, et le second sur un MOOC qui s'appelle Cofasis. Et donc du coup, voilà, c'est une manière d'aborder l'approche par les compétences au travers de ce MOOC. Alors c'est très nouveau pour nous. Voilà. Si pour vous ça l'est pas, pour nous c'est vraiment très nouveau. J'allais dire, c'est quasiment le premier dans notre corporation en France. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue dans la solution Eunasys. Eunasys pour environnement numérique d'apprentissage, alors pour éviter de dire e-learning, tout simplement, des services d'incendie de secours. Alors, des services d'incendie de secours, donc sous-entendu, ça comprend tous les services d'incendie de secours de France, qu'ils soient départementaux ou militaires, hein, quand il s'agit de Marseille ou de Paris. Alors ça a commencé par une rencontre, en fait, hein, une rencontre autour d'un verre. Hein, ou avec un verre à la main en tout cas, et de 5 utilisateurs de Spiral Connect à l'occasion d'un forum e-learning qui s'est tenu à Colmar en 2015. Du coup, on s'est retrouvé à 5 collègues, on se connaissait, on ne savait pas qu'on utilisait tous la même plateforme e-learning, et puis on s'est dit, ma foi, on découvre aujourd'hui qu'on utilise Spiral Connect. Il serait peut-être intéressant qu'on regarde de quelle manière on pourrait travailler ensemble. Et puis très rapidement, on a compris qu'on avait tout intérêt à mutualiser. Alors l'outil, c'est une chose, c'est pas très compliqué à partager un outil. En revanche, les ressources, ce qui nous pose réellement des problèmes hein, quand il s'agit de les créer et surtout de les maintenir à jour, eh bien l'idée c'était de partager toutes ces ressources pédagogiques hein, quand il s'agit de support de cours, hein, qu'ils soient sous la forme d'une vidéo, d'un film d'animation, d'un PowerPoint, d'un Word, etc., etc. Donc ça a démarré en novembre 2015 à Colmar. Et puis très rapidement ça a germé puisque on a été très emballé par cette idée, qu'il n'était pas encore à l'état de projet. Et puis entre le 3 novembre 2015 et le 19 octobre 2016, nous avons construit, comment dirais-je, mis sur pied le consortium Eunasys. C'est-à-dire en fait le regroupement de ces services d'incendie de secours utilisateurs de Spiral Connect. Je reste ici pour le micro. Excusez-moi si je ne me promène pas trop, c'est bon? Ok. Ce consortium est constitué du coup hein, par un groupe fondateur que sont les services départementaux d'incendie de secours de l'Isère, de la Loire, du Puy-de-Dôme, de Vaucluse et de Valence. Voilà, pour Eunasys. Du coup, comme je l'ai dit il y a un instant, donc Eunasys c'est un regroupement de services d'incendie de secours qui souhaitaient et qui souhaitent encore mutualiser leur expertise dans le domaine de la formation professionnalisante, et puis aussi de collaborer sur des objectifs communs de développement. Voilà, donc je parlais il y a quelques instants de MOOC, je vais vous en présenter un, mais il y a d'autres projets pédagogiques pour lesquels le consortium Eunasys pourrait jouer un rôle très déterminant sur le plan national, puisque ce projet se veut un projet à l'échelle du pays. Le principe est très simple. Le principe est très simple, parce que très rapidement, on s'est rendu compte qu'on pouvait monter une usine à gaz quand il s'agit de regrouper la France entière autour d'un projet, 250 000 comptes potentiellement à ouvrir. Donc on a voulu que les choses soient très simples. Donc on a décidé d'un certain nombre de principes simples. Du coup, le premier principe qui s'est posé et qui s'est imposé à nous, c'est celui du pot commun. On s'est dit, voilà, en France, donc dans les services d'incendie de secours, qu'ils soient départementaux, communaux, enfin dans toutes les casernes de France, il y a plein de gens qui travaillent sur la formation.
et qui ont créé des ressources. Il en existe de très adaptés, de moins adaptés, mais en tout cas il en existe beaucoup. L'idée c'est qu'on mette tout dans un pot commun. Tout ce qui existe, tous les membres du consortium donc, mettent leurs ressources dans un pot commun. Donc, ce qu'on appelait l'espace d'activité partagée. Soit, alors, premier cas quand la ressource existe, soit directement, c'est-à-dire que c'est l'utilisateur, qu'il soit formateur ou apprenant, qui dépose sa ressource. Voilà. On a quand même un petit œil regardant chez un modérateur qui vérifie que la ressource elle est conforme à nos référentiels d'une part, et puis non tendancieuse. Donc on a quand même mis en place un rôle de modérateur qu'on s'est partagé. Deuxième cas de figure, le même principe, la ressource existe, l'utilisateur a une ressource à proposer au consortium, il passe par un modérateur qui lui vérifie la conformité de la ressource par rapport à nos référentiels. Et puis si elle est conforme à nos référentiels, typiquement elle n'est pas, contraire à nos pratiques, eh bien c'est le modérateur qui dépose la ressource dans ce pot commun. Alors ce pot commun, ça peut être vite un gros foutoir, parce que du coup, voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans cette bassine, en fait. Et du coup, on l'a un peu organisé quand même. On l'a un peu organisé, et cette organisation, alors que je vous présentais dans la diapo d'après, oui, troisième cas de figure, la ressource n'existe pas, et là, tout l'intérêt de travailler ensemble, de mutualiser un projet comme celui-ci, eh bien, c'est de décider ensemble de la création d'une ressource, et surtout de la partager, y compris financièrement. Voilà. Donc, quand il n'existe pas, par exemple, actuellement, nous travaillons sur les drones. À peu près tous les pompiers de France travaillent sur la solution des drones. Il n'existe rien dans notre réglementation, il n'existe rien ou pas grand-chose. Dans la nôtre, en fait. Il existe une réglementation nationale, mais pas concernant les sapeurs-pompiers. Du coup, cette solution des drones pourrait appeler une formation d'opérateurs, je ne sais pas comment on appelle ça, de pilotes des drones. Et cette formation qui n'existe pas aujourd'hui pourrait effectivement faire appel à un certain nombre de ressources. Donc cette ressource pourrait être créée sur décision du consortium au travers d'un comité pédagogique et pourrait être partagée ensuite à l'ensemble des membres du consortium, et comme je le disais, y compris financièrement, parce que quand on crée une ressource, elle a un coût, ne serait-ce que mobiliser du temps de personnel, et puis ensuite c'est beaucoup plus facile quand même à tenir à jour une ressource quand elle est mutualisée. Donc pareil, ensuite on dépose dans un pot commun. Le pot commun, donc je vous le disais, il est organisé parce qu'on l'a voulu ainsi, par domaine de formation. Alors on a la chance quand même d'avoir une organisation de la formation, une organisation de nos missions par spécialité. Alors, il y a des gens qui sont spécialisés plus dans la lutte contre les feux de forêt, d'autres qui sont spécialisés plus dans la lutte pour faire face à des problématiques d'ordre chimique, radiologique, etc., etc. Donc ce pot commun est organisé quand même en spécialité, et du coup ce sera plus facile de retrouver la ressource quand on sait dans quel tiroir elle se trouve. Et puis on a nommé aussi, on a mis en place une règle de nommage des ressources de manière à ce qu'on la retrouve très rapidement. Donc elle est harmonisée, elle est uniforme, et du coup il est très facile de retrouver une ressource. À partir de ce pot commun, donc les espaces d'activité partagés, et bien ensuite les utilisateurs, qu'il s'agisse de formateurs ou d'apprenants, peuvent construire leur parcours, en tout cas peuvent construire leur formation. Soit parce que l'apprenant va piocher lui-même les ressources qui l'intéressent en fonction de ses besoins, c'est ce que nous encourageons aujourd'hui, c'est de ne plus proposer un parcours type, mais de suggérer à l'apprenant, accompagné d'un formateur, de construire son propre parcours en fonction de ses propres besoins. Donc du coup, il va pouvoir piocher dans ce pot commun pour organiser son parcours, personnalisé, où le formateur organise lui-même le parcours, parce que c'est décidé comme ça, c'est dans la stratégie pédagogique du service, et du coup le formateur organise lui-même le parcours, et du coup il va chercher les ressources en fonction des besoins du parcours type. Voilà. Une grande souplesse en fait, tout le monde fait ce qu'il veut en fait. Voilà. L'idée c'est que chaque utilisateur fait ce qu'il veut, la plateforme est ouverte. Donc je vous disais, voilà un peu l'organisation, je pense que ce document sera laissé donc, à votre disposition, donc une organisation par spécialité. On a quand même mis 2-3 verrous pour éviter de rencontrer des problèmes de différentes natures.
on a décidé de mettre en place deux instances qui m'ont en charge, si vous voulez, de faire vivre le consortium. Le premier, c'est un comité pédagogique. Donc, ça me semblait absolument indispensable, hein, c'est-à-dire un groupe de personnes travaillant sur le projet et faisant vivre le projet. Donc, chargé ce comité pédagogique qui a été installé le 13 décembre 2016, vous voyez, donc 19 octobre 2016, lancement, 13 décembre 2016, installation du comité pédagogique, et depuis, il y a eu, enfin, la 4e réunion aura lieu au mois de mai. Je vise chez A, parce qu'en fait, à chaque fois, on les invite dans nos réunions. Le comité pédagogique chargé donc de travailler sur les projets communs, c'est un projet partagé, les drones par exemple en est un, de construire, réaliser ou faire réaliser des ressources, ça c'est extrêmement important pour nous, puisqu'on n'a pas forcément la ressource, la compétence pour créer des ressources. Alors on l'a d'une manière partagée. Hein, par exemple, moi si je ne l'ai pas dans mon service, je peux la trouver chez un membre du consortium. Ou tout simplement la trouver à l'extérieur du consortium, c'est-à-dire faire appel à un prestataire pour lequel on paye une facture. Et du coup la facture elle est partagée en autant de membres qu'il y a en autant de parts qu'il y a de membres dans le consortium. Et puis aussi de solutionner des problématiques communes. Donc c'est quand même une force qui n'est pas négligeable, parce que du coup le consortium, d'une certaine manière, devient force de proposition pour notre administration centrale. Et notre administration centrale voit ça d'un très bon œil, parce qu'aujourd'hui, ben voilà, les moyens sont réduits, et puis ben, pour eux, c'est quelque chose sur lequel ils peuvent aussi s'appuyer. Donc ça les arrange bien. Fin de cette année, on installera le deuxième niveau, hein, donc j'allais dire de contrôle. Un comité de pilotage. Alors, le comité de pilotage, lui, c'est facile. Alors, comité pédagogique, ce sont les représentants, j'allais dire les techniciens hein, du consortium. Le comité de pilotage, dans la mesure où il a en charge l'arbitrage, les décisions d'ordre financier notamment, eh bien, ce sont plutôt les directeurs de service. Donc, on invite au sein de ce comité de pilotage et à qui on demande d'arbitrer des propositions, hein, donc à la fois budgétaires, mais aussi, comment dirais-je, pédagogiques. C'est-à-dire, typiquement, les directeurs du consortium vont donner le là dans les orientations pédagogiques et stratégiques de la formation. Je vous le disais, lancement officiel le 19 octobre, on a fait ça en grande pompe, hein, puisqu'on a voulu quand même, j'ai remarqué ce moment dans l'histoire hein, de la formation des sapeurs-pompiers. Donc du coup, le groupe fondateur s'est réuni le 19 octobre à Valabre et a lancé officiellement cette solution ENASIS. Ouais, il y a une photo de famille. Le lendemain, 20 octobre, on a diffusé l'information auprès de tous les services d'incendie de secours de France, de manière à ce qu'ils aient tous la même information au même moment et de la même manière, au travers d'un kit hein, qui est celui-ci, une petite plaquette hein, dédiée, une note d'information, un projet de convention, une grille tarifaire, parce que malgré tout, il y a quand même une petite participation financière, même si elle est extrêmement ras des pâquerettes, je vais vous en parler, un teaser, etc., etc. Alors, avant que j'oublie, les tarifs. Les tarifs, c'est... Alors, déjà, pour être membre du consortium, il faut être un service d'incendie de secours. Ça, c'est comme ça que ça a été voulu aujourd'hui. Ça va évoluer. Il faut nous contacter. Et puis enfin, accepter les termes de la convention. Voilà. Et puis ensuite, une fois qu'on a accepté les termes, on la signe. Et quand on signe la convention, on est membre du consortium. Et là, pour le coup, on est partenaire à part entière du consortium. Alors voilà, les tarifs, on les a voulus aussi très acceptables. Pour votre information, les droits d'entrée au consortium, alors droit d'entrée, j'allais dire, l'adhésion annuelle, c'est 150 €. Point. Pour le service. 150 € pour le service. Hein. C'est-à-dire qu'il soit service, qu'il y ait 5000 personnes, ou 2000, ou 7000. C'est tout. Et après, il y a des coûts qui sont liés, alors là directement, hein, donc à l'outil hein, concernant les comptes et l'occupation de l'espace disque. Mais voilà, le tarif est celui-ci. Donc autant dire que c'est très accessible. Mais ça a été une volonté. Et, une question par rapport à ça, parce que c'est des questions qui se sont posées là. J'en doute pas. Donc il y a le droit de cette entrée, et sur donc autant de comptes qu'on veut associer. Oui. En termes de stockage, enfin, est-ce que ça explose les volumes ou pas enfin... Alors, la partie... D'accord. Non, mais on peut y répondre, je pense, à deux. Effectivement, donc le service, le partenaire qui est membre du consortium a le choix d'ouvrir les comptes au fur et à mesure de ses besoins. C'est ce que font certains. Donc, typiquement, ils ouvrent une formation, ils ouvrent un certain nombre de comptes correspondant à la formation.
ou d'autres ont ouvert un compte pour l'ensemble du personnel. Par exemple, le 10 de l'Isère, c'est 5000 personnels, ils ont ouvert 5000 comptes. Ils ne se sont pas posé la question, tout le monde a accès à la plateforme, ce qui est excellent. Enfin, de mon point de vue, c'est excellent, parce que du coup, ça donne du sens à la formation tout au long de la vie, à l'accès à la formation, donc qu'on soit à la maison, au travail, ou dans le train avec le smartphone. Voilà. Donc voilà, le libre choix est laissé. Derrière, il y a un coût, mais bon, là-dessus, vous les connaissez les coûts, hein, ce sont les mêmes coûts. Hein. On paye les mêmes coûts, hein, puisqu'on travaille sur la même plateforme. On travaille avec Clarion Connect, enfin, je pense qu'on travaille à peu près tous hein, sur Claco. Donc voilà, point, c'est tout. Voilà. Et après, il y a l'espace disque, effectivement. S'il explose, hein, ce qui pourrait être le cas, on payera en fonction du volume hein, que l'on occupe. Tu veux rajouter quelque chose, Chaya? En fait, l'idée, c'était que les services d'incendie et de secours qui n'ont pas beaucoup d'argent puissent profiter aussi de la plateforme, même s'ils ont 5000 comptes. Et ceux qui ont du coup beaucoup de comptes bénéficient aussi d'une réduction tarifaire, puisque avec Claroline Connect, aujourd'hui, au-delà de 5000 comptes sur la plateforme, vous bénéficiez donc d'un forfait qui fait que seuls les comptes actifs seront payants à la fin de l'année. Voilà. Et donc, du coup, ça sera réparti en autant de 6 qu'il y a dans le consortium. Et pareil au niveau de l'espace disque. Donc, nous, à la fin de l'année, à la date anniversaire, on va voir le nombre d'espaces disques consommés. Et après, ça sera partagé en autant de 6 qu'il y a. S'ils sont 12, ça sera partagé en 12. Quoi. Voilà. Voilà. C'est ça. C'est en plus, finalement, des 150 €. En plus des 150 €. C'est ce que vous payez, vous, aujourd'hui. Vous avez le forfait... Voilà. Le droit d'entrée annuel, 150 €, voilà, pour les frais de fonctionnement. Et ensuite, les comptes actifs. Très important, effectivement, parce que vous pouvez ouvrir 5000 comptes, mais il ne peut y en avoir que 10 actifs. Voilà, bon, 2 niveaux de convention. Un premier niveau, mais ça c'est voulu aussi, hein, pour réduire un maximum les interlocuteurs pour chacun des partenaires. Donc on a voulu vraiment simplifier la tâche pour les partenaires et utilisateurs que sont les services d'incendie de secours. Donc, un service d'incendie de secours, on n'a qu'un seul interlocuteur, valable étant l'administrateur de la plateforme, valable à un interlocuteur chez l'ICAP et plusieurs interlocuteurs chez les 10, en fait. Voilà. Allô? Oui, pardon. Donc ça veut dire que c'est valable qui crée les comptes sur la plateforme? Non. On a ouvert... les 100 administrateurs des 10 qui... Tout à fait, c'est ça. C'est ça, on a ouvert un compte administrateur pour chacun des 10. Hein, donc, par exemple, le service départemental d'incendie de secours du Morbihan, s'il était membre du consortium, eh bien, aurait la possibilité, chez un administrateur identifié dans la convention, d'ouvrir et de fermer les comptes. Voilà. On lui donne la possibilité d'ouvrir, il fait ce qu'il veut. Il ouvre les comptes, il les ferme, il en ouvre 10, il en ouvre 1000. Ce qu'il veut. Mais par rapport à Claroline, à Spiral, la différence, c'est sur Claroline, on a des sous-administrateurs. C'est-à-dire que eux, ils travaillent par département. Et donc, on peut limiter le niveau d'administration à un administrateur à son département. Donc, il crée les comptes pour son département et les accès étudiants et profs pour son département. Et il fait sa popote. Et en centrale, c'est le super administrateur qui, lui, a droit de vie et de mort sur tous les comptes, qui a un accès à l'administration sur tous les comptes au niveau national. Voilà. Donc, il y a des institutions qui marchent par département, il y a des institutions, on travaille avec les MFR, eux c'est par thème. Tous ceux qui travaillent autour de la restauration, il y a un administrateur pour les formations en restauration. Et là, toi c'est par thème, toi c'est par région, c'est à vous de définir la structure. Ça n'existait pas dans Spiral, c'est un nouveau truc qui existe. C'est administrateur, comment on appelle, d'organisation. Tu peux, dans l'organisation, faire des structures et un administrateur va gérer les inscriptions dans sa structure. Et on peut faire une facturation différenciée par structure. Quand tu fais un import Excel ou un import CSV, tu définis dans ton fichier à quelle organisation il appartient. Et après, voilà. Le mec du 1084, il ne sait pas qu'il était avant dans le 37 et il va lui créer un compte. C'est-à-dire que le 37 va fermer son compte, parce que comme c'est lié à une adresse électronique, donc le 37 va fermer son compte. Le 84 va ouvrir un compte. Et s'il a des, je sais pas si le sapeur il a créé des travaux, des trucs comme ça. Là, après l'administrateur, il va modifier son compte. Bon, après, ça n'arrive pas tous les jours non plus, donc... voilà. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait.
Alors après, vous pouvez mettre en place une règle qui permet de ne pas changer, enfin de fermer et de réouvrir. Hein. Vous pouvez créer une règle. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est celle-ci qui s'impose parce que bon, elle ne crée pas de surcharge en fait. Hein. Je ne suis même pas sûr que le 1037 fermerait son compte d'ailleurs. Il oubliera peut-être. Mais bon. Après, on changera juste d'organisation en fait. S'il change de département ou de service d'incendie et de secours, on va lui changer d'organisation. En fait, on l'a appelé administrateur SIS. Donc, voilà. Donc voilà. Il y a l'administrateur de la plateforme et l'administrateur SIS. Et c'est vraiment lui qui ouvre, qui ferme, qui modère. Enfin, je dis ça parce que nous, on est sur la même PD, on est à 2 administrateurs à pouvoir ouvrir des comptes. Donc, potentiellement, le truc, c'est quand on crée si mon collègue crée un compte pour un entraîneur, et que moi, derrière, le mec, il est aussi en formation, je lui ai créé un compte, j'écrase son mot de passe, donc le mec, en fait, il se retrouve à plus pouvoir accéder à la plateforme. C'est un problème simple. Hein. Enfin, simple. Bah là, normalement, c'est géré ça par la plateforme. Ouais. Il te dit que c'est contrôlé au niveau du nom, du prénom, de l'identifiant et de l'email. Voilà. Effectivement, ce sont les questions à se poser. Quand on se lance sur un projet comme celui-ci, je pense que c'est des questions à se poser. Nous, on ne s'est pas posé parce qu'elle ne s'est pas posée à nous, en fait. Mais elle pourrait se poser un jour, effectivement, ces mêmes termes. Non, mais je pense que ça pourrait être le cas d'ici peu même. Voilà, donc pour terminer sur cette première partie, donc Onassis, ben voilà, donc pour nous une solution qui est relativement novatrice, peut-être pas à vos yeux, mais pour nous vraiment opérationnelle au sens où dès qu'on l'a ouvert, elle a été, on pouvait l'utiliser réellement. Elle est ouverte, comme je vous l'ai dit, très économique, vous en conviendrez, et puis bon, efficiente du coup, et on est très content. Bon. Voilà, au jour d'aujourd'hui, hein, je vous ai dit une centaine de partenaires potentiels. Aujourd'hui, nous sommes 7 officiellement, c'est-à-dire 7 qui ont signé la convention. Alors c'est relativement long parce que ça passe par les circuits. Hein, quand le juriste du service a dit son mot, que le DSI a dit son mot, que le directeur de l'établissement a bien voulu présenter la délibération au conseil d'administration, etc. Voilà. Donc ça demande quand même quelques mois. On a des gens qui sont en cours de signature, enfin des gens des services, hein, comme l'Aude, le Pyrénées-Orientales, la Corse du Sud, les Alpes de Provence, etc. etc. On ne fait pas de, comment dirais-je, de publicité. On a fait une seule communication, point. On laisse chacun décider de la pertinence ou pas de rejoindre le consortium. On n'a pas d'intérêt, si vous voulez, à ce qu'on soit très nombreux, même si quelque part, ben, ça sera mieux, mais il n'y a pas d'intérêt économique en tout cas. On laisse faire. Pour terminer également, donc, pour l'utilisateur, de possibilités d'utiliser la plateforme, soit au travers d'un portail Onassis, sur lequel il y a un certain nombre d'informations très génériques qui intéressent l'ensemble du consortium, soit au travers d'un portail personnalisé, c'est-à-dire que le service décide que l'utilisateur entre dans la plateforme par un portail personnalisé à son service. Hein, par exemple, le service départemental d'incendie de secours du Morbihan décide que l'ensemble de ses utilisateurs rentreront par le portail du DSIS du Morbihan, parce que le DSIS du Morbihan veut profiter de ce portail pour communiquer, et puis parce qu'il trouve un intérêt. Donc il y a deux manières, l'une n'est pas exclusive sur l'autre en tout cas. L'utilisateur peut utiliser les deux manières. Voilà. Bien, pour terminer là-dessus, les pompiers en ont rêvé, nous a dit ça fait. Hier, on travaillait sur les environnements numériques d'apprentissage, j'allais dire, par service en fait. Hein. Alors, on a décidé donc, de se regrouper, de mutualiser, donc d'où Onassis, et puis demain c'est certainement dans les 2-3 années à venir, eh bien, nous projetons d'ouvrir cette plateforme à l'ensemble des acteurs de sécurité civile, d'où ENASC, environnement numérique d'apprentissage de la sécurité civile. Et au sens de la loi de 2004, enfin d'une loi en tout cas, les acteurs de sécurité civile sont tous les services qui concourent aux missions de sécurité civile. Donc pour votre information, ça commence aux citoyens. Donc pour vous dire que c'est quasiment toute la France, quoi. Les administrations, les opérateurs publics et privés, les associations, hein, SNSM hein, par exemple, hein, le collègue qui était là avec qui on discutait, etc., etc. Voilà. Donc on a ce projet, on va déjà stabiliser Onassis, une fois qu'on sera bien, voilà, on ouvrira aux autres acteurs de sécurité civile. Et sachez que, pour la petite histoire, que j'ai été sollicité par le Luxembourg, par la Belgique, par une association France-Israël, enfin, etc., etc. Donc, voilà. Donc du coup, c'est les projets qui intéressent. Quand il s'agit de mutualiser, de partager, généralement ça intéresse, et à des coûts qui sont absolument acceptables. Donc, voilà.
Si vous le permettez, j'enchaîne sur le deuxième volet de mon intervention, le MOOC. Alors le MOOC, c'est quelque chose pour nous, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, qui est relativement nouveau. C'est le premier. C'est le premier qui existe dans notre corporation. Et c'est le premier MOOC qui a été fait en commun. Tout à fait. Pareil, dans le même esprit. Alors, on a profité de la refonte de la filière formation de formateurs pour soutenir donc, cette nouvelle formation, cette acculturation par un MOOC. Alors, ce MOOC s'appelle COFASIS, pour concepteur de formation, CO, formateur FO, et service d'incendie de secours pour SIS. Alors, c'est un MOOC qui a été réalisé en partenariat avec Valarbre, le 10 de la Loire et l'ICAP. Voilà. Et ça s'est fait à l'ICAP particulièrement. Alors très rapidement, alors là si vous êtes intéressé, on pourra vous laisser les liens pour aller surfer. Donc en fait c'est un MOOC qui a été créé pour soutenir l'apprentissage dans le domaine de la dispensation de la formation. Je l'ai dit tout à l'heure, on passe de la pédagogie par objectif à l'approche par la compétence, ce qui veut dire que nos 37 000 formateurs, dans notre corporation, nous sommes 37 000 formateurs, devront tous repasser à la moulinette de l'approche par les compétences. Ça ne va pas se faire en 3 mois et il va falloir mettre pas mal de moyens en œuvre. Alors quand je dis les 37 000, j'exagère un peu parce qu'on va en perdre beaucoup, c'est clair, parce que certains le sont par obligation, d'autres le sont ou l'ont été et ne le sont plus. Bon, mais en attendant, si on divise 37 000 par les 100 services d'incendie de secours, ça fait quand même 370 par service. Bon, même s'il fallait en former que 100 par service, ça fait quand même une masse qui est extrêmement importante. Donc du coup, ça ne peut pas être réalisé en 1 an, en 2 ans, en 5 ans, ça va être difficile. Mais il va bien falloir qu'on s'y mette, puisque vraiment, au plan national, on a vraiment décidé d'abandonner la pédagogie par objectif. Donc on a décidé de se faire aider par un MOOC, et c'est une manière d'acculturer nos futurs formateurs APC. Donc ces objectifs, former des encadrants de proximité. Alors en gros, la nouvelle filière, ce sont 3 emplois. L'encadrant de proximité, c'est à celui qui va animer une manœuvre, lorsque les gens sont de garde. Le deuxième emploi, c'est celui de formateur-accompagnateur, le formateur qui accompagne l'apprenant dans le développement de ses compétences et de son autonomie. Et le troisième niveau, c'est donc le troisième niveau d'emploi, c'est celui de concepteur de formation, qui est aussi un formateur de formateur-accompagnateur. Le public, ce sont tous les formateurs-accompagnateurs, évidemment, et tous les concepteurs. Le prérequis, c'est de sapeur-pompier, être formateur-accompagnateur. Alors nous, on est très pompiers-pompiers. On a un dispositif qui, le secours à personne, par exemple, on ne le partage pas. Nous, c'est le secours à personne pompier. On n'est pas sur la filière secouriste. Et c'est normal, d'une certaine manière, parce qu'on a nos propres moyens, nos propres pratiques. Donc voilà, d'une certaine manière, c'est normal. Les modalités de l'organisation, c'est assez facile. Ce sont 5 modules sur 8 semaines. Les modules sont ceux-là. Alors je vous invite vraiment, on vous laissera les liens électroniques pour aller voir. Appuyé par 2 visioconférences d'un monsieur qui s'appelle Jacques Tardif, que vous devez tous connaître, je pense, et qui nécessite 2 à 3 heures de travail par semaine. Donc c'est un MOOC qui a reçu un bon écho, parce que tout compte fait, il n'est pas très contraignant, il est extrêmement riche, très bien fait. Bravo l'ICAP, très bien fait. On connaît leur... et puis, voilà, pour le premier, c'est quand même 600 personnes qui se sont inscrites à ce MOOC. Donc c'est quand même pas mal, on trouve que c'est pas mal. Voilà, donc du coup, ça permettra de le récupérer quand on aura notre dispositif à la filière qui sera arrêté par le ministre. On pourra le récupérer pour éventuellement, effectivement, le rendre certifiant. Mais on verra à ce moment-là si c'est opportun ou pas. Je ne sais pas. Il faut attendre vraiment que le dispositif soit validé arrêté par le ministre. Voilà. Bon, je crois que j'ai à peu près tout dit. D'ailleurs, bon, de toute façon, il me reste 1 minute, donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, alors soit directement maintenant, et si je peux, j'y réponds, sinon, j'y répondrai ultérieurement. Sinon, j'ai une adresse électronique. C'est dans la dernière diapo, d'ailleurs, c'est ça, voilà, j'ai mon adresse électronique, n'hésitez pas à me solliciter.